Bonjour Il y avait... Cécile, comment vas-tu? Ah, ton micro est coupé. Voilà, tout va bien. Ça va aller. Vous m'entendez? Oui, Oui. Bonjour à tout le monde. bonjour, comment vas-tu? Ben, un grand merci d'avoir accepté de pouvoir faire cette intervention avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je te laisse te présenter, Cécile, expliquer à Ouais. tous un peu ce que tu fais. Oui. Alors, c'est bien, j'étais un petit peu à l'avance, donc j'ai entendu qu'il y avait pas mal de questions sur la rééducation, l'activité physique, ça tombe bien. Donc, moi, je suis Cécile Donzé, je suis médecin spécialisée en rééducation. Avant de faire médecin de rééducation, j'ai fait neurologie. En fait, j'ai commencé par ça parce que ça me passionnait. Donc, j'ai beaucoup travaillé en neuro. Et puis, à un moment, c'était une époque où il n'y avait pas de traitement du tout pour la sclérose en plaques. Et effectivement, je trouvais qu'il n'y avait qu'une personne finalement qui apportait pas mal de choses. C'était le kiné à l'époque dans le service. J'étais interne en neuro dans le service du professeur Vermerge, que vous connaissez certainement. Et je me suis dit, mais moi, ça me gêne, je ne peux pas complètement aider tous ces patients. Et du coup, j'ai su qu'il y avait une spécialité qui s'appelait MPR, médecine physique et réadaptation. Et donc, j'ai bifurqué vers la MPR pour continuer de faire de la neurologie et continuer de m'occuper des patients déjà atteints de sclérose en plaques, mais sur un autre versant, sur le versant rééducatif. Donc voilà, ça fait maintenant 22 ans, ça ne me rajeunit pas, mais que je travaille dans le groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille avec le professeur Hautecoeur et toute son équipe. Et donc, nous avons une clinique, alors on appelle ça comme ça, une clinique CEP, un modèle que nous avons importé du Canada. Et nous sommes allés au Canada en 99 ou en 2000, tout début 2000. Et donc, voir un petit peu comment fonctionnaient les cliniques canadiennes, puisqu'elles sont très, très en avance dans la prise en charge pluridisciplinaire de la CEP. Et on a importé ça dans le Nord, à Lille. Et depuis 22 ans maintenant, les deux services, MPR et neurologie, travaillent ensemble. C'est pratiquement le même service au sein de cette clinique, avec une prise en charge des diagnostics, des traitements, comme vous avez l'habitude, mais avec aussi d'emblée, dès le début de la maladie, l'aspect rééducation au sens large. C'est génial, ça c'est magique. Alors, c'est vrai que c'était aussi grâce aux neurologues qui souhaitaient vraiment faire ça dans le Nord. Je pense que c'est aussi grâce à eux qu'on a réussi à faire tout ça. C'est quoi la rééducation? Parce que je pense que c'était… Oui, c'était ça. Voilà, c'était ça une des premières questions, puisque du coup, on a demandé à un panel de patients justement ce qu'ils avaient envie de te poser comme question justement sur la rééducation et l'APA. Donc oui, la première question, c'est quoi la rééducation? Alors, c'est quoi la rééducation? Dans le mot, vous avez et vous avez éducation. Et donc, la rééducation, ça existe depuis très longtemps dans la sclérose en plaques parce que j'ai fait des recherches. Donc, vous connaissez tous Jean-Martin Charcot qui a décrit cette maladie au 19e siècle. Et effectivement, dès le début, Jean-Martin Charcot parlait de rééducation puisque la kinésithérapie auparavant était des gymnastes médicales. C'était la gymnastique médicale parce que les neurologues de la Salpêtrière à l'époque avaient bien compris que si on bougeait les patients qui avaient une pathologie neuro, eh bien, ces patients s'ankylosaient moins et gardaient des capacités. Donc, vous voyez, c'est vieux. Et donc, il y a déjà des articles en 1871 qui montrent que la gymnastique médicale améliore la mobilité des patients qui sont atteints de sclérose en plaques et d'autres maladies neuro. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Et la rééducation, ce n'est pas que la kinésithérapie. Je veux quand même apporter un peu d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a les ergothérapeutes, par exemple, qui vont travailler plus sur la fonction, sur le membre supérieur, parce qu'on parle beaucoup du membre inférieur et de la marche, mais il n'y a pas que ça. On peut être gêné dans certains gestes, on peut être gêné pour faire ses transferts. Donc, l'ergothérapie va travailler sur cet aspect-là rééducatif, mais aussi sur la réadaptation en aménageant le domicile, par exemple, ou sur les aides à la mobilité, les différentes aides possibles, les cannes, les déambulateurs, les fauteuils roulants, manuels, électriques, les scooters, enfin tout ce qui peut aider. Et donc, ça, c'est vraiment le duo qui est très important. Ensuite, dans la rééducation, vous avez aussi l'orthophoniste qui peut travailler la mémoire, qui peut travailler les difficultés de souffle, les difficultés de parole qui peuvent exister aussi dans certains cas.
Vous avez les pédicures podologues, on les oublie souvent, on oublie très souvent le pied dans la sclérose en plaques et si on a un petit bobo au pied, ça peut quand même compromettre beaucoup de choses. Donc, ils travaillent aussi beaucoup avec moi sur la conception de semelles ou bien des soins locaux. Vous avez les neuropsychologues pour tout ce qui est évaluation et rééducation des troubles cognitifs. Les psychomotriciens, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi des gens qui apportent énormément de choses sur un travail complètement différent. Les psychologues, plus au sens psychothérapie, relaxation, etc. Donc, vous voyez, il y a une grosse équipe qui travaille avec moi autour du patient. Alors, je n'ai pas oublié les APA, hein, mais qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui travaillent de plus en plus avec nous. Moi, j'ai la chance d'avoir un APA qui travaille avec moi depuis 2005 à l'hôpital et qui a beaucoup développé toute cette activité physique autour de la sclérose en plaques. Et il est encore là, j'ai beaucoup de chance qu'il travaille encore avec moi. Et maintenant, j'en ai 5. Donc, je suis très contente. On augmente, on augmente. Et donc, le MPR, c'est-à-dire les médecins de rééducation, c'est le chef d'orchestre de tout ce petit monde pour améliorer l'état, enfin, la qualité de vie du patient au final. Mais du coup, donc maintenant, je pense que tout le monde a bien compris ce qu'était la rééducation. Mais qui peut en bénéficier? Alors, qui en peut en bénéficier? Tous les patients atteints de sclérose en plaques peuvent, à un moment de leur maladie, en avoir besoin, pendant des séances courtes ou des séances plus longues. Tout dépend de l'objectif qu'on va déterminer ensemble, c'est-à-dire avec le patient. C'est-à-dire que moi, je milite pour que les patients soient vus le plus tôt possible par un médecin de rééducation pour un peu établir l'état des lieux et tout de suite proposer quelque chose. Aujourd'hui, vous savez qu'on traite, on donne des médicaments dans la sclérose en plaques le plus tôt possible pour éviter d'avoir une aggravation. C'est la même chose en rééducation. Et effectivement, le programme ne sera pas le même en fonction d'un début de maladie et puis d'une maladie plus avancée avec des handicaps plus importants. Mais dès le début de maladie, moi, je les vois, les neurologues, j'ai la chance de voir les patients dès le premier événement, même avant le vrai diagnostic, on va dire. Et donc, je fais un point avec eux sur surtout l'activité physique. Donc, c'est vrai qu'on va être plus branché activité physique au tout début de la maladie, avec des programmes bien établis, et puis enlever un petit peu toutes les idées parasites, il ne faut pas bouger, il ne faut pas faire des choses, etc. Leur dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, simplement on adaptera. Et parfois, on est amené aussi à faire quelques petites séances de kiné sur des petites choses, pour essayer, voilà, sur un temps donné. Et après, en fonction de la maladie, effectivement, et des besoins, et des difficultés, des douleurs, on va pouvoir agir sur tous les symptômes pratiquement. Et même d'ailleurs, des symptômes qui, de prime abord, on ne penserait pas qu'en faisant un bilan de rééducation, on pourrait trouver des solutions. Je vais prendre simplement l'exemple des fuites urinaires, des problèmes urinaires. Oui, c'est vrai qu'on se dit, mais non, mais en rééducation, c'est pour le sport, c'est pour le kiné, du coup, on ne va pas trouver ça. Mais... Non. Les médecins de rééducation vont agir sur tous les symptômes, donc la fatigue, les troubles urinaires, les troubles génitosexuels, voilà, j'ai aussi tout à l'heure, les douleurs. On a aussi des tas de moyens pour agir sur des tas de symptômes. Et les problèmes respiratoires, donc on peut aussi être amené à faire des exercices de souffle et de ventilation, parce que si vous respirez pas bien, ben vous marchez pas bien. Enfin, non, c'est lié. C'est pas un bout de jambe, un bout de muscle, un cœur, un poumon. Non, c'est quelqu'un. Et donc, il faut prendre en charge l'ensemble pour que tout fonctionne bien. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. Et c'est primordial. Et d'ailleurs, comment faire justement si un patient, bon, normalement, c'est le neurologue qui va proposer au patient, mais si là, il y a un patient qui nous regarde et qui dit, bah, tiens, ou je l'ai mal compris, pas entendu, on ne m'a jamais proposé de rééducation, comment faire pour pouvoir en faire? Alors, il faut vraiment en parler à votre neurologue. Ça, parce qu'aujourd'hui, je pense que je les ai assez embêtés, tous les neurologues français, avec mon activité physique depuis 22 ans et mes troubles urinaires et tout ça. Je pense que maintenant, ils ont bien compris l'importance. Enfin, honnêtement, ça a beaucoup changé. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ne vont pas forcément penser à vous prescrire de la kiné ou vous parler d'activité physique adaptée ou vous envoyer voir un médecin de rééducation en tout début de maladie. Ça, c'est encore un combat que j'ai. Parce que pour eux, c'est plutôt je vais prescrire la kiné quand il y a une canne. Sauf que non, c'est bien avant. C'est bien avant. Donc ça, je vais y arriver à force. Je les travaille au corps tous les jours. Mais effectivement, je pense qu'il faut en parler à votre neurologue ou à votre médecin traitant. Le médecin traitant peut tout à fait vous prescrire des séances de rééducation ou au moins
une dizaine de séances avec le kiné pour voir effectivement si, après le kiné, il peut aussi vous renvoyer vers une activité physique, vous donner des conseils. Je sais que c'est pas facile de trouver un kiné, hein, je sais très bien. Ma fille, elle est kinésithérapeute, elle a une liste d'attente de folie. Mais voilà, il y a quand même des moyens. J'entendais tout à l'heure des kinés spécialisés en sclérose en plaques. Ils font dans leur formation, parce que moi je fais cours au kiné, donc ils ont la moitié de leurs cours sur les pathologies neurologiques. Donc ils savent tous prendre en charge un patient atteint de sclérose en plaques. Ils connaissent tous les techniques, ils les ont tous appris. Je sais exactement ce qu'il y a dans les cours. Hein, et les professeurs de neurologie dans le Nord, ils font tous cours sur la sclérose en plaques. Donc, rééduquer un patient qui a une sclérose en plaques, qui a un AVC, qui a un Parkinson, ce sont les mêmes techniques. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne savent pas. Après, certains ne veulent pas. Oui. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Il y en a qui sont spécialisés en uro, par exemple, en rééducation urinaire. Il y en a qui sont spécialisés chez l'enfant. Il y en a qui sont spécialisés dans le sport. Et c'est sûr qu'il y en a un peu moins qui se spécialisent par la suite en neurologie. Mais ils sont tous possiblement capables de prendre en charge un patient neuro. Après, ça leur fait aussi parfois un peu peur parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire non plus. Et il faut quand même savoir que les kinés qui font très bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils prennent un patient pendant une demi-heure seul, gagnent très mal leur vie par rapport à des kinés, malheureusement, je les appelle les usines à kinés, là, qui en prennent 10 par jour. Oui. Donc, c'est un peu pervers, cette histoire. Voilà. Donc, par exemple, une séance de neuro, juste pour vous donner une idée de prix de kinésithérapie, c'est 16,28 € la demi-heure. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça. La Sécu ne fait pas assez de contrôle à mon goût parce que ce n'est pas juste que ceux qui fassent bien leur travail soient pénalisés par rapport à ceux qui le font un peu moins bien. Ils ne sont pas censés prendre 10 patients en même temps. Hein. Ils n'ont pas le droit. Hein. Mais bon, vous les connaissez. Hein. Enfin, voilà. Oui. C'est vrai que c'est pour ça que dire la kiné, c'est pas terrible. C'est pas terrible quand c'est un mauvais kiné, mais les médecins, c'est pareil. Hein. C'est pas terrible quand c'est un mauvais médecin. Oui. Donc, voilà. Donc, mais je sais que c'est difficile. Et même dans ma région, alors en métropole lilloise, ça va, mais dès que vous vous éloignez un peu, il n'y a parfois pas de kiné à 30 km à la ronde. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on propose des programmes d'auto-rééducation. Parce que parfois, voilà, donc je préfère leur donner, ils viennent chez nous, on leur explique les exercices, on les voit en visio après, on leur donne des programmes d'auto-rééducation. Parce que je préfère qu'ils fassent tout seuls des exercices bien faits que d'aller chez un kiné qui va faire du vélo et de l'électricité, on sait que ça ne marche pas. Voilà. Donc, on éduque aussi beaucoup nos patients pour pas qu'ils se fassent savoir chez le kiné, quoi. Qu'ils disent non, non, moi, j'ai pas besoin de faire du vélo, ça, j'en ai un chez moi, je veux faire des étirements, je veux faire des choses qui servent à quelque chose. Voilà. Mais c'est important parce qu'on sait quand même qu'il y a énormément de disparités territoriales. De toute façon, on n'est pas tous logés à la même enseigne, malheureusement. Mais le but, c'est vrai, à terme, c'est de propager un peu justement tout ce que tu fais un peu dans toutes les régions pour qu'on puisse tous justement pouvoir en bénéficier. Et avec tout ce que tu as dit, comment tu pourrais justement en une phrase, pourquoi faire de la rééducation? Ça me paraît évident, mais… Ah oui, alors pourquoi faire de la rééducation? Pour éviter l'aggravation de la maladie sur tous les plans, hein, sur le plan physique, on va dire, parce qu'effectivement, si vous ne bougez pas, vous allez avoir des rétractions au niveau des tendons, vous allez avoir moins de force, mais aussi aujourd'hui, on en parlera juste après, je crois, mais on sait que la rééducation fait partie intégrante des traitements de fond de la maladie. Donc, pourquoi s'en priver? Si vous avez un bon traitement de fond médical qui vous empêche d'avoir des poussées et d'aggraver votre maladie, plus une rééducation ou une activité physique, ça dépend, et où d'ailleurs, on peut faire les deux. Et où, ouais. Et bien là, vous avez toutes les chances de votre côté pour ne pas progresser, pas avoir moins de poussées, avoir moins de progression du handicap, c'est important. Après, ça vous demande des efforts, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça vous demande, enfin, Eva, je pense que tu peux en parler, mais ça vous demande beaucoup d'efforts, on en est bien conscient, mais c'est un peu le prix à payer. C'est comme un sportif de haut niveau, il bosse comme un fou pour les Jeux Olympiques, il a mal et c'est difficile, mais après, il en tire des bénéfices. Complètement, on sait que c'est jamais évident, puisque comme tu disais, la rééducation, c'est important et primordial, on sait qu'on en a besoin, mais c'est vrai qu'on se dit, ou alors j'ai pas le temps, je suis maman, j'ai des enfants, j'ai une vie, donc c'est vrai qu'on se trouve
alors pas des excuses qui sont correctes, mais en fait, à un moment donné, à force de s'oublier, forcément, on a la santé qui se dégrade. Et donc là, on sera encore moins présent pour les autres puisque du coup, on se laisse de côté. Et cette force, c'est de se dire, c'est pas grave, pendant 4 ou 5 semaines, donc je vais essayer de m'organiser comme je peux, quand c'est possible, mais je vais prendre ce temps pour moi, pour mon corps, pour essayer d'aller mieux. Et il me semble que c'est primordial. D'ailleurs, il y a justement quelqu'un qui disait, moi j'ai un capital de marche quotidienne, est-ce que c'est nécessaire pour moi de faire de la rééducation? Mais s'il y a d'autres troubles… C'est quoi un capital de marche quotidienne? C'est-à-dire, je sais que je peux marcher 5000 pas, par exemple, par jour. Mais pourquoi pas se donner un objectif dans 2 mois d'être à 7000? C'est comme un sportif. Pourquoi pas? C'est vrai que ce n'est pas idiot, les petites montres là, qui permettent d'avoir une idée de notre nombre de pas. Moi aussi, j'en ai une pour me dire, attention, là, il faut que tu te lèves. Bon. Mais ça permet de se dire, voilà, moi, mes patients, parfois, je leur dis, ils achètent des petites montres pas chères, il ne faut pas acheter un truc trop cher. Mais effectivement, ils me disent, oui, je ne pensais pas que j'en faisais pas assez, c'est vrai, je suis beaucoup assise. Voilà, c'est par exemple se lever sur 1 heure, si vous avez un travail sédentaire, c'est au moins vous obliger tous les quarts d'heure à vous lever, faire un petit tour, aller chercher un dossier, revenir. C'est déjà, si vous faites ça 4 fois par heure, c'est déjà énorme sur la journée. L'activité physique, c'est pas forcément aller courir. Moi, j'ai horreur de ça, je sais pas courir. Donc voilà, c'est pas forcément ça. Et après, effectivement, tu l'as bien dit, Eva, c'est prendre du temps pour soi, pour se soigner. Et on est tous un peu fainéants. Enfin, c'est sûr que voilà, si on peut rester dans le canapé, c'est très bien. La procrastination, c'est un sport international. On est tous pareils. Et on a tous une bonne raison de dire j'ai pas le temps. Si. On a le temps de faire 10 minutes d'étirement le matin et 10 minutes le soir. Ça fait 20 minutes sur une journée, c'est possible. Le ménage attendra, comme je dis toujours. Il y a des choses. Voilà. Et c'est important aussi de se garder un peu de temps pour soi, tu l'as bien dit, après faire des choses pour les autres. Parce que si vous vous épuisez à faire plein de trucs, parce que oui, il y a toujours plein de trucs à faire, je sais très bien, mais de temps en temps, de se poser, de faire un truc pour soi, c'est top. Et franchement, vous allez ça permet de se régénérer. Et surtout les étirements, tu les as dit en tant que patient, moi du coup, ça a été primordial, parce que quand je suis sortie de 8 mois de rééducation, ma kiné m'a dit, par contre Eva, les étirements, on les garde, c'est obligatoire matin et soir. Et justement, j'ai fait la rencontre en rééducation. Tu en as parlé vaguement tout à l'heure, mais tu vas en rentrer un peu plus en détail, de l'APA, qui m'a également changé la vie et permis de mettre de la discipline dans ma vie à la sortie de la rééducation. Donc, qu'est-ce que l'APA exactement? Alors, l'APA, c'est l'activité physique adaptée. Ce sont des professeurs d'activité physique adaptée qui font STAPS, la filière STAPS, comme on l'appelle pour le sport, les éducateurs médico-sportifs. Vous avez les profs d'EPS à l'école et puis vous avez une filière sport adapté qui va intégrer toutes les pathologies. Donc, ils n'aiment pas que je dise ça, mais les professeurs, les éducateurs médico-sportifs avec une spécialité adaptés. Donc, ils vont prendre en charge des patients avec des pathologies chroniques. Alors, c'est très connu dans le diabète, pour l'obésité, dans l'asthme aussi. Et puis, de plus en plus maintenant, dans les pathologies neurologiques, le Parkinson, la sclérose en plaques. En 2005, quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout la mode. Enfin, c'était le début. Heureusement que les neurologues m'ont suivi, mais ce n'était pas du tout le truc qu'on faisait dans la sclérose en plaques parce qu'il y avait une espèce de peur de s'aggraver, ce qui était complètement idiot parce que ce n'est pas vrai. Donc, on sait maintenant que ce n'est pas dangereux, que ça ne donne pas de poussée, que ça ne va pas aggraver la maladie. Tout au plus, on est fatigué. Mais moi aussi, quand je fais du sport, je suis fatiguée. Donc, souvent, les patients ils me disent « oui, mais c'est une bonne fatigue et je sais pourquoi ». Et d'ailleurs, pour juste un mot sur la fatigue, c'est que dans les traitements de la fatigue, l'activité physique en fait partie. Donc, il n'y a pas de médicaments pour la fatigue. Donc, c'est l'activité physique et l'économie d'énergie. Donc, c'est vrai que les professeurs d'activité physique adaptée, l'avantage, c'est qu'ils connaissent bien l'entraînement sportif et ils connaissent bien les pathologies parce qu'ils ont eu des cours. Donc, ils matchent les deux et effectivement, ça permet d'adapter votre activité à votre niveau de handicap. Et donc, nous, quand les patients viennent en évaluation pour le sport ou activité physique, on leur demande d'abord, vous voulez faire quoi ? Parce que d'abord, il faut faire un truc qu'on aime. Il ne faut pas aller faire un truc qu'on n'aime pas. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas prendre un sport au hasard. Vous savez que je suis cavalière. Donc, moi, je veux faire du cheval. OK, vous voulez faire du cheval, pas de problème.
on va adapter le sport ou l'activité au niveau de handicap ou à la personne. Voilà, on va adapter. Donc, moi, j'ai fait marcher des patients qui sont en fauteuil. J'ai fait monter à cheval des patients qui sont en fauteuil. Ça pose aucun souci. On a des chevaux qui sont prévus pour, ce n'est pas des chevaux, ils sont calmes. Et effectivement, vous avez des selles adaptées, vous avez des lèvres-malades spécifiques pour vous mettre sur le cheval. Voilà, donc on adapte vraiment le sport au handicap du patient. C'est du handisport. De toute façon, vous avez tous vu les Jeux olympiques et les paralympiques. Il y a des adaptations possibles. Donc, tout est possible. Après, c'est vrai qu'il faut connaître le réseau, mais ça s'est vraiment bien développé ces dernières années. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Et après, il y a des sports, des activités physiques, on va les appeler plutôt comme ça, comme tu dis. Les étirements, c'est tous les jours. C'est pas longtemps, mais c'est tous les jours. Ce qui est important de garder en tête, c'est la fréquence qui est plus importante que la durée. Donc, il vaut mieux faire 3 fois 20 minutes qu'une fois 1 heure. Ça, c'est vraiment ce que vous devez retenir. Et aussi, mettre des périodes de récupération. Parce que c'est pendant la récupération qu'on va fabriquer du muscle. Quand on fait le sport, si on fait par exemple de la musculation, on va casser des fibres musculaires. On les casse. C'est ça le sport. C'est pour ça que ça fait mal et qu'on a des courbatures. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On se repose et les fibres se réparent et en fabriquent des nouvelles. C'est comme ça qu'on devient musclé. C'est pendant la période de récupération. Donc, c'est important de récupérer. On fait du sport, on récupère. On fait du sport, on récupère. Alors, les étirements 10 minutes par jour, ce n'est pas considéré comme une activité très intense. Donc, on le fait tous les jours. Mais si plus les étirements, vous faites de la marche, vous faites de la muscu, vous faites un sport un peu plus intense, le lendemain, on récupère. Et on le fait de façon régulière. Et ce qui est recommandé, c'est 3 fois 20 minutes par semaine d'activité modérée. Ça, c'est ce qui est recommandé dans la sclérose en plaques. Que ce soit du réentraînement à l'effort ou de la muscu, plus les étirements tous les jours. Ça, c'est la base. Et il faut s'y tenir. Et il y a aussi des sports assez doux comme le yoga ou le pilate, qui est de l'activité physique adaptée aussi et qui fait énormément de bien. Moi, pour l'avoir testé, pour le renfort des muscles profonds, même en termes de gainage, on se rend compte qu'on a un meilleur équilibre, que du coup, on perd clairement moins au niveau de l'équilibre. On a un meilleur renfort au niveau du buste. Donc, automatiquement, ça va jouer sur le périmètre de marche, sur la fatigue. Donc, en fait, on se rend très vite compte qu'en mettant un peu d'activité physique, ça peut réellement nous changer la vie. Oui, tout à fait. Alors, l'accompagnement des professeurs d'activité physique adaptée, tout à l'heure, j'ai entendu ce que disait, je ne sais plus, de Strasbourg, je ne sais plus son nom. Effectivement, sur Strasbourg, il y a des initiatives. Sur l'île, il y en a aussi. Après, il faut vraiment, vous allez dans vos mairies. Il y a des trucs super. Je sais que dans le Nord, dans des petits coins paumés, il y a un bus. Il y a un APA-bus, c'est génial. Et donc, il y a 2 profs d'APA avec un bus qui passe dans les petits villages et le bus est équipé avec du matériel. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de mairies et en tout cas de communautés de communes même qui proposent des choses. Mais alors, à un prix dérisoire, c'est 1 euro la séance, des choses comme ça, ou parfois c'est gratuit, mais parfois c'est pas très cher. Il faut quand même. Il faut essayer déjà. Et je pense qu'il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, ça pullule quand même. Les APA, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai des patientes qui se mettent assises et qui se payent un prof d'APA pendant 1 heure et puis ils se font leur petite séance 1 fois par semaine. Ça ne leur coûte pas très cher. Mais c'est aussi, quand on fait du sport, on paye. Enfin, je veux dire, moi, je fais du sport, je paye pas grand-chose, mais il y a des choses qui sont aussi possible. Et après, il y a des endroits où il y a effectivement des séances un peu gratuites de gymnastique volontaire, par exemple, de choses comme ça. Il faut vraiment faire un truc qui vous fait plaisir. C'est ça, et qui nous fait du bien au quotidien. Et donc, toi, à la question où et comment trouver un bon APA, j'ai vu tout à l'heure, il y a eu plein d'astuces là, données par une jeune femme. Oui, par Delphine, qui avait plein de petits liens. Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que mais en tapant APA et votre ville, vous allez trouver maintenant sur Internet, Monsieur Google, qu'on n'aime pas beaucoup, mais quand même, il peut nous aider à trouver des secteurs. Alors nous, c'est vrai que dans notre coin, on a fait un réseau
grâce à nos professeurs d'activité physique qui sont dans les centres de rééducation, et je pense que dans d'autres régions, ça se fait aussi, on a des noms, on a notre petit réseau de profs d'APA qui sont bien, enfin, qu'on a rencontrés, avec qui on a expliqué un petit peu ce qu'on attendait. Je pense que ça se fait. Et j'ai entendu parler tout à l'heure des réseaux, les réseaux et les plateformes enfin maintenant c'est des plateformes d'appui à la coordination, mais tous ces réseaux CEP ont aussi plein de choses à vous proposer. Ils connaissent très très bien le réseau local. Donc ça, c'est possible. Et puis après, il y a tous les clubs handisport, hein. Il y a aussi des clubs handisport super, hein. Moi, j'en ai plusieurs avec qui on travaille, le judo assis, les clubs hippiques, il y en a plein dans le Nord, là, il doit en avoir d'autres dans le Sud, hein, certainement, hein. On fait régulièrement notre journée Equicep dans le Nord, mais je sais qu'il y en a d'autres maintenant en région qui sont déclinés, et tant mieux. Donc, il faut chercher un petit peu, mais je pense que vous pouvez être aidé par les centres de rééducation ou bien les assos, hein, aussi. On a bien vu là qu'il y avait quelques adresses sympas. Oui, ben c'est important. Puis ce partage passion, du coup, c'est vrai, il est important puisqu'on est tous dans des régions différentes. Ouais. Donc, du coup, on peut apporter justement cette valeur ajoutée. Et il y a aussi une question au sujet de l'APA qui est beaucoup revenue, c'est la motivation à bouger, oui, faire de l'exercice, oui, mais où puiser cette force? C'est marrant, c'est une question qui revient assez souvent. Toujours, et c'est là où c'est le plus difficile, même pour nous, quand on vous accompagne, c'est vous faire trouver la motivation. Alors, on avait posé cette question quand on avait mis en place nos programmes d'activité physique adaptée au départ. On avait fait une petite enquête qui ne vaut rien, hein, enfin juste comme ça chez nos patients. La première motivation, c'était la perte de poids. C'était assez marrant. Ouais, alors, c'était des filles, hein, principalement. C'était beaucoup de filles dans nos… Voilà. Et donc, c'était la première motivation. Mais après, peu importe, hein, du moment qu'on en ait une. Voilà, donc c'était la première. Alors, la deuxième et la troisième se tenaient. Hein, c'était gagner en souplesse, gagner en force. Ça, c'était plus logique. Enfin, on s'attendait plutôt ça en premier. Mais les premiers, c'était perte de poids ou maintien du poids, quoi. En tout cas, maintien de la ligne. Donc, qui est finalement ce que la plupart des personnes recherchent, hein, quand on a une activité physique. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire aussi, et je pense que c'est ça que tu veux que je dise, je l'ai dit pour la rééducation, mais l'activité physique fait aussi partie des traitements de fond de la sclérose en plaques, et il y a de plus en plus d'articles dans la littérature qui montrent que ça limite le nombre de poussées, que ça diminue la progression, et voire même avec des effets qu'on peut voir sur les IRM. Hein. On mesure sur l'IRM le nombre de lésions, mais aussi l'atrophie, l'atrophie cérébrale, hein, et donc on peut montrer que ça limite aussi l'atrophie. Et donc c'est vrai que de plus en plus, même si les preuves ne sont pas établies comme pour un médicament, hein, c'est difficile de faire un groupe sport adapté dans une étude et un groupe faux sport adapté, parce qu'à partir du moment où on va vous faire bouger, voilà, et je ne me vois pas faire un groupe qui ne fait rien, puisqu'on sait que ça marche. Donc voilà, peut-être que c'est là où c'est plus compliqué d'avoir une étude très scientifique. N'empêche que tout ce qui est fait aujourd'hui, et il y a même une étude qui va démarrer bientôt, je crois, en Suède, là, ils ont pris des patients en tout début de maladie où ils font un programme d'activité physique assez intense, associé à la mise en place d'un traitement de fond, bien sûr, et un autre groupe qui n'a qu'un traitement de fond sans prise en charge, en tout cas, enfin, qui gardent leur prise en charge classique, mais pas aussi intense que dans l'autre groupe, pour voir vraiment l'effet sur les poussées, l'effet sur l'IRM, donc sur un long terme. Donc ça va être une étude qui va être intéressante. Je pense qu'elle a commencé, ou elle va commencer bientôt. Donc il y a beaucoup de choses, et de toute façon, nous, au départ, on est quand même des êtres humains faits pour marcher, hein. On est des marcheurs-cueilleurs au départ. Et là, on est devenus des fainéants et on bouge de moins en moins. Et c'est vrai qu'on voit l'obésité maintenant, on voit les enfants avec le confinement là, qui ont pris beaucoup de poids. Donc, ça fait partie de notre vie, normalement, de bouger. Donc, après, on bouge différemment, évidemment. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne marche pas qu'on ne peut pas faire d'activité physique. En fauteuil, on peut faire l'activité physique avec les bras, hein. C'est aussi efficace. Et tu parlais tout à l'heure, à juste titre, du tronc et du bassin. C'est la clé de voûte. Si vous n'avez pas un bon tronc, un bon tonus du tronc et au niveau du bassin, vous ne pouvez pas tenir bien debout. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Et la complémentarité entre la kinésithérapie et l'activité physique, c'est vraiment aussi très important. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes et complémentaires et limite nécessaires, hein, dans tout parcours de soins. C'est vrai qu'on
on voit très clairement la différence, moi, de mon point de vue, qui est commencé petit à petit, parce que quand j'ai retrouvé mes jambes, c'était des petits exercices que je faisais chez moi, que l'APA m'avait conseillé, avec des élastiques. Après, on m'a conseillé, je ne sais pas si tu connais la planche, la douloureuse, qui va justement faire du gainage, qui a été magique, que ce soit même en termes d'équilibre, parce que oui, on doit tenir en équilibre quand on fait la planche. Donc, petit à petit, on voit énormément de choses revenir et c'est juste magnifique. Il faut un peu de temps, hein. C'est comme tout, il ne faut pas être trop pressé, hein. Ça ne revient pas en 15 jours, mais ça on le sait, hein, quand on fait du sport, il faut quand même du temps. Donc il faut minimum, j'ai envie de dire 3 mois quand même de choses régulières pour commencer à avoir des choses. À 6 semaines, on a déjà des petites choses qui se passent et à 3 mois, on conforte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas arrêter, hein. Il ne faut pas arrêter au bout de 3 mois. Ça, c'est important. Donc, il faut trouver la motivation. Mais quand les patients voient des choses s'améliorer, je peux vous dire qu'ils sont motivés et ils continuent. Et je pense qu'il faut mettre en place de la discipline, tout simplement. Il faut que ça devienne une routine. Une routine pour nous, pour se faire du bien et pour agir pour notre maladie, en fait, au final. On est acteur de notre maladie également. Tout à fait. Mais du coup, on va peut-être demander… Moi, je vois qu'il y a du monde là. Il y a énormément de questions, donc je pense qu'on va commencer à y répondre. Donc, il y a Nathan qui va nous rejoindre, qui est aidant aussi, et qui va nous remonter les questions des internautes. Nathan ? Me revoilà. Ça marche. Alors, une question qui est venue au début de la vidéo. Est-ce que les troubles urinaires sont pris en charge en rééducation? Oui, c'est une excellente question. Alors, les troubles urinaires dans la sclérose en plaques sont d'origine neurologique, hein. C'est pareil, hein, comme ça ne marche pas bien pour les jambes, ça ne marche pas bien pour la vessie. Et donc, on a des troubles urinaires qui sont liés spécifiquement à la sclérose en plaques, mais comme on a beaucoup de femmes dans la sclérose en plaques qui ont eu des bébés, on peut aussi avoir des problèmes de périnée. Donc, et ce qu'on appelle l'incompétence périnéale, quand on accouche, si c'est un gros bébé, s'il y a une déchirure, etc., on va avoir un peu plus de difficultés à se retenir. Et donc, c'est vrai que parfois, l'association des deux peuvent poser problème. Alors, il faut absolument faire un bilan spécifique pour savoir la part des choses. Dans les deux cas, on a, pour la CEP, on a certains médicaments, mais on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'électrostimulation tibiale postérieure, l'Urostim, que vous connaissez peut-être, qui consiste à… c'est un peu comme le TENS pour la douleur, pour certains qui ont déjà eu ce petit appareil. C'est hyper simple, on le colle au-dessus de la malléole, à l'intérieur du pied et un peu sur le tibia, et puis on a des petits courants et on joue avec ça, entre guillemets, et ça calme la vessie. Donc ça marche bien, ce n'est pas un médicament, il n'y a pas d'effet secondaire. Moi, j'adore ce truc. Je le prescris toutes les semaines, ça marche très bien, mais simplement, ça doit être évalué au départ. Donc ça, c'est pour le côté sclérose en plaques, vessie, les urgences, tous ces trucs-là. Et puis, sur le versant périnée, là, c'est la rééducation périnéale proprement dite que vous faites chez le kinésithérapeute ou chez la sage-femme. Hein, les deux ont la possibilité de le faire, la sage-femme uniquement si vous avez accouché. Et donc là, on va utiliser une sonde vaginale. Pourquoi vaginale? Parce que les muscles que vous allez travailler sont à l'intérieur, donc il faut bien qu'on passe par là. Et donc, on va vous apprendre à serrer, pour celles qui ont eu des enfants, vous allez apprendre à serrer sur la sonde pour renforcer les muscles du périnée. Comme ça, si vous avez envie de faire pipi, vous pouvez vous retenir. Donc voilà en gros les deux cas où la rééducation va être utilisée dans les troubles urinaires. D'accord. Du coup, une question de Christophe. L'APA permet-elle vraiment de gagner physiquement dans le cadre d'une forme secondaire progressive? Oui. Que ce soit secondaire, primaire, rémittent, ça reste une sclérose en plaques avec des… Nous, en fait, en rééducation, je ne vais pas dire on s'en fiche, mais on s'en fiche de la forme, quoi. Je veux dire, pour nous, on va soigner pareil un patient qui a une forme rémittente progressive, c'est la même chose. Ce que j'entends derrière cette question, c'est le côté progressif. Évidemment, parce que dans certaines formes, on n'a pas de traitement de fond. Et effectivement, la rééducation, c'est le traitement numéro 1, évidemment. On va améliorer, on sait qu'on peut améliorer la force des muscles qui sont déficitaires du fait de la maladie. On sait qu'on peut améliorer l'équilibre parce qu'on a des exercices spécifiques. Quand il y a de la spasticité, de la raideur dans les jambes, on a aussi des armes spécifiques au niveau traitement. Vous avez la toxine botulique, vous pouvez avoir le baclofène par exemple, mais aussi les étirements vont traiter la spasticité.
Et donc, on peut bien sûr améliorer l'état. Ce qu'il faut savoir aussi dans les formes secondairement progressives, c'est que comme c'est compliqué, les gens bougent moins, sont plutôt sédentaires. Et du coup, les patients vont se déconditionner à l'effort, vont perdre l'habitude de faire de l'effort. Donc, on va aussi gagner sur cette part-là. Donc oui, on peut aussi améliorer les formes progressives de sclérose en plaques. C'était une question qui revenait souvent, donc c'est très bien que tu y aies répondu parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas autant du coup et c'est vrai qu'ils ont besoin aussi d'avoir ces réponses-là. C'est la majorité de nos patients quand même, qui viennent régulièrement, en tout cas, c'est plutôt les formes progressives, mais oui, on peut les améliorer, c'est sûr. Okay. Nathan, tu as d'autres questions? Oui, il y en a pas mal. Une question de Jean-Paul. Pratiquer le vélo de façon intensive, cela peut-il déclencher une poussée selon vous? Absolument pas. Jamais. Donc ça, franchement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et comme dirait mon professeur d'APA qui travaille avec moi depuis 15 ans maintenant, Marc-Alexandre dit toujours, les patients CEP ne sont pas en sucre. On peut y aller, on peut les entraîner. Bien sûr, pas n'importe comment, et on ne fait pas ça n'importe comment. On y va progressivement comme n'importe quel sportif. Mais on peut, oui, moi j'ai des cyclistes qui font les 100 km de Dunkerque, là, qui font plein de choses, qui font, bien sûr, ils sont entraînés. C'est une question d'entraînement. Si ce monsieur fait ça régulièrement, qu'il continue et il ne risque pas de pousser. Il risque d'être fatigué, de se blesser, comme n'importe quel sportif, mais pas de pousser. C'est sûr et certain. Une question de Yolande. Quelles sont les conditions pour accéder au sport adapté? Je suis valide, mais besoin de plus pour mieux sentir moins recroquevillé. Il n'y a pas de conditions. Tout le monde a accès à l'activité physique adaptée ou à l'activité physique ou au sport, c'est tout. Après, simplement, même si la personne est valide, il faut quand même vérifier au niveau cardio-respiratoire qu'il n'y ait pas de problème. Ça, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais comme n'importe quel sport, il faut quand même, en tout cas après 40 ans, nous, on fait faire quand même un petit bilan cardio rapide, un électrocardiogramme. Voilà, si on veut se lancer vraiment dans quelque chose d'un peu plus important, on fait un petit bilan cardio simple. Parfois une épreuve d'effort, quand vraiment c'est quelque chose d'un peu plus intensif, quand il y a un gros projet. Là, on a un patient qui a un gros projet dans un an, et il veut faire un trail, donc on le suit pour ça. Donc là, évidemment, on va faire un bilan cardio complet avec une épreuve d'effort. Mais sinon, l'activité classique, les étirements, les exercices d'équilibre, le pilate, le yoga, tout ça ne nécessite pas forcément de faire un bilan préalable. C'est plus sur du gros réentraînement. Mais ça, c'est chaque médecin. Et souvent, c'est bien aussi de poser la question à son médecin traitant qui connaît quand même bien ces choses-là. Okay. Alors, une question de Lola cette fois-ci. Peut-on voir une amélioration sur les séquelles de spasticité aux membres inférieurs? La séquelle peut-elle s'aggraver? Alors, la spasticité, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la spasticité, elle fluctue, vous le savez bien, mieux que moi. Elle fluctue au cours de la journée. S'il fait chaud, on est plus spastique. Si on est contrarié, on est plus spastique. Si on a une infection urinaire, on va être spastique. Enfin, voilà. Cette spasticité, elle va fluctuer au cours de la journée. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites des étirements matin et soir, qui concerne bien les muscles spastiques, en général, c'est le triceps, c'est le muscle du mollet qui est souvent très, très spastique, ou le quadriceps, c'est celui qui est devant la cuisse, là, donc, ou les adducteurs de hanche. Ces trois groupes musculaires sont souvent très spastiques, spécifiquement dans la sclérose en plaques, mais dans les autres maladies neurologiques aussi. Et donc, les étirements de chaque groupe musculaire, en général, on demande aux patients de faire 8 fois 30 secondes. Donc, on va faire 8 fois 30 secondes de posture d'étirement du triceps, 8 fois 30 secondes des adducteurs de hanche, 8 fois 30 secondes du quadriceps. En général, c'est ce qu'on donne. Après, on voit en fonction des muscles. Et ça peut être donné par le kiné. C'est pareil, vous voyez un kiné, vous lui dites, voilà, moi, je voudrais faire des auto-étirements, montrez-moi comment je dois faire. Ça fait partie de son travail, il va vous montrer comment faire les auto-étirements. Après, il y a des vidéos, il y a des applications qui vous permettent de voir comment étirer ses muscles. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, Eva, mais voilà, il y a OnSteps, et il y a l'application Cléo aussi, qui permet de voir des vidéos, de voir des façons de s'étirer. Donc, ça peut beaucoup aider les patients s'ils veulent aller voir certaines applications.
Non, il ne faut pas hésiter justement à communiquer sur tout ce qui est application. Justement, on en a besoin, hein, justement. Ouais. Donc, Cléo et OnSteps. Cléo et OnStep, très bien. Et Cléo, c'est super. Il y a 2 programmes qu'on a fait avec Marc-Alexandre, 2 programmes qui concernent des patients plutôt valides, c'est-à-dire des patients qui peuvent se mettre debout, qui peuvent se mettre au sol et se relever. Et le deuxième programme concerne plutôt des patients avec un handicap un peu plus important qui ne sont pas capables de se relever du sol. Donc, on a enlevé les exercices qui se font au sol pour les faire sur un fauteuil et sans grand matériel, hein. C'est-à-dire, en gros, il y a quelques élastibandes, il y a quelques petites choses comme ça, mais on n'a pas besoin de matériel qui coûte très cher. Et donc ça, le programme dure 3 mois et il est fait en progression, en fait. C'est un peu la particularité. Sur OnStep, c'est plus des programmes, des petites séquences que vous pouvez faire. Mais les étirements, vous allez les retrouver, hein. C'est plus facile. D'accord. Une question de Laura cette fois-ci. Diagnostiquée depuis 1 an et demi, à la suite d'une très grosse poussée et après une rééducation intense, je peux et je veux reprendre le contrôle de ma vie et de mon corps. Comment casser cette barrière mentale afin de réaliser de nombreux projets, voyages par exemple, et ne plus avoir peur de futures poussées ou événements possibles à l'étranger et ne plus vivre que de la maladie? Alors, je pense que là, dans ce cadre-là, si on fait une activité physique, si on fait quelque chose pour soi, quand on fait du sport, on oublie un peu tout. Moi, je travaille à l'hôpital, alors vous voyez bien comment l'hôpital est malade en ce moment. C'est dur à l'hôpital, hein, c'est compliqué. Quand je ne suis pas énervée par mes malades, hein, heureusement qu'ils sont là parce que c'est grâce à eux que je vais bien. Mais toute l'administration, enfin bon, c'est lourd. Et donc, des fois, je suis de mauvaise humeur, hein, quand je rentre le soir, hein, forcément. Donc, moi, je vais faire du cheval, je vais monter à cheval. Et donc, quand j'arrive là, j'ai tout mon nuage noir là, qui est là. J'arrive là, j'arrive avec mes copines, on parle jamais de boulot, je monte mon cheval, je fais mon sport, je m'en occupe et en 30 secondes, ce nuage est parti et je rentre chez moi et j'ai quand même évacué pas mal de trucs. Je pense que dans la CEP, c'est pareil. Si vous arrivez à trouver un truc qui vous fasse plaisir, avec des copines ou pas, hein, des fois, il y a des gens qui préfèrent faire seul, mais ça peut être sympa de faire un truc avec des copines ou avec son aidant. Là, je vois Nathan qui est aidant. Oui. Effectivement, j'ai des patients qui font une activité ensemble ou avec les enfants. Et donc, du coup, évidemment, quand vous faites ça, ce nuage-là, Seb, qui est tout le temps là, il peut un peu se dissiper et ça va vous aider, je crois, à reprendre une activité, une vie normale. Voilà, on peut avoir une vie normale quand on a une sclérose en plaques. C'est tout à fait possible. Vous avez fait tous ces efforts en rééducation. Maintenant, trouvez un truc sympa qui vous plaise. Alors, je dis le sport, mais moi, j'ai des patients, c'est le jardinage et qui se passionnent pour le jardinage. Et c'est aussi une activité physique. Ou la danse. Il y a pas mal de danse. C'est génial, la danse adaptée, c'est super. Voilà. Après, ça peut être la musique. Moi, j'ai une patiente qui chante à la chorale et ça l'aide beaucoup dans son équilibre parce qu'elle doit se tenir droite, etc. Donc, je pense que c'est de trouver des trucs qui vous plaisent et effectivement avoir un projet. Alors ça, c'est génial. Vous avez un projet et puis après, l'équipe, elle vous aide à réaliser ce projet. Vous avez le droit d'aller où vous voulez. Moi, j'ai un patient qui rêvait de faire du parachutisme. Il fait du parachutisme. Voilà, je pense qu'après, il faut être aidé pour faire un projet et repartir, quoi. Et on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Complètement. Complètement. Et juste pour compléter avant la prochaine question, et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, des patients pour justement essayer de se remettre à l'activité physique ou se trouver de la motivation, vont se tourner vers les différents soins de support qui existent, comme la sophrologie, l'hypnose, le reiki? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. On ne peut pas parler Oui. de tout. Effectivement, moi, je suis assez ouverte à tout, hein. Moi, je ne suis pas du tout coincée avec ça. Je crois que la sophro, c'est super. Ça correspond pas c'est pas bien pour tous les patients. C'est-à-dire que, comme tout, hein, l'hypnose, ça ne fonctionne pas chez tout le monde. La sophro, la méditation, ça peut être des aides super. Ça, c'est vraiment génial. Le reiki, je pense qu'on en avait parlé ensemble, Oui. Eva. Et c'est un truc que je ne connaissais pas du tout et qui est utilisé chez les chevaux. Je suis désolée. Mais et effectivement, j'avais été assez bluffée par ce truc. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Ça me perturbe un peu, mais je m'en fous. Moi, à partir du moment où ça rend service Où aux ça gens, fonctionne, c'est voilà, ça? moi, ça me va. Ce qui est sûr, c'est que méditation sophro, on a quand même des arguments un peu plus scientifiques pour dire que ça marche et ça a été testé dans la sclérose en plaques, etc. Le reiki, je ne crois pas. L'hypnose, ça aussi, c'est génial. Enfin, ça apporte un plus et arriver à vous mettre en auto-hypnose,
C'est intéressant. Je vais dire un mot aussi de l'imagerie mentale et de la préparation mentale, parce que Géraud, que vous connaissez certainement, a travaillé beaucoup et a fait un super topo avec moi pour les neurologues sur la préparation mentale. Je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas un corps d'athlète qu'on ne peut pas faire du sport. Et quand vous voyez certains athlètes qui paraissent moins forts que d'autres, je sais pas, je pense à des boxeurs, parce que j'en connais un qui est pas forcément très grand et qui gagne contre des gros molosses, parce qu'au mental, il est fort. Je pense qu'aussi, cette préparation mentale, l'imagerie mentale, réfléchir au mouvement, l'hypnose, parce que c'est souvent pas très loin, peut aider beaucoup les patients. Et se mettre en auto-hypnose, ça peut aider énormément. Et c'est pas très compliqué, enfin, il faut apprendre. Mais il faut apprendre. Ben, il y a justement Géraud et Gersan, d'une hypnopraticienne, qui nous en parlera cet après-midi. Je me sais, c'est pour ça. Comme tu as pu un le peu voir, de teasing. C'est ça, on fait le petit teasing de cet après-midi. Ouais. Mais du coup, je vais laisser Nathan reprendre les prochaines questions. D'accord. Alors, une question d'Isabelle. Bonjour. Y a-t-il un recours quand on est obligé de travailler à 80% à cause de fatigue et de difficultés physiques dans le service public hospitalier? Un recours, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un recours de… Dans la fonction publique, est-ce qu'elle peut passer à 80%? Là, je pense que ça sera plus pour les droits. Alors là, ça, je vais pas savoir, je sais pas. Je pense que ça se fait, mais j'avoue que en plus c'est compliqué la fonction publique. Oui. C'est un peu un monde à part. Mais je pense que ça doit se faire. J'ai des patients qui ont cette possibilité, qui le font et qui sont profs. Donc, je pense que ça doit exister. D'accord. Alors, une question de Jessica. On m'a diagnostiqué en mai-juin dernier. Est-ce que des signes auraient pu me prévenir? J'avais des troubles de l'attention et de mémoire à mon travail. Ouais. Alors, les troubles de l'attention et de la concentration au travail, il faut faire attention parce que si on est fatigué, si on est un peu anxieux, dépressif, ça peut aussi donner ces troubles-là. Donc, c'est difficile de dire, mais c'était peut-être déjà des signes précurseurs. C'est difficile parfois, quand on fait un rétrospectif le diagnostic de sclérose en plaques, on essaye d'aller quelques années avant et on se rend compte qu'il y avait eu des petits troubles sensitifs ou des petits troubles visuels, mais qui n'ont pas duré. C'est difficile cette partie-là. Et en plus, c'est vrai, quand on fait des IRM à des gens qui n'ont rien ou pour une autre raison, un trauma crânien, on peut déjà voir parfois des lésions au niveau cérébral qu'on appelle maintenant le syndrome radiologiquement isolé. Et donc, on sait que ça, c'est la partie immergée de l'iceberg qui, peut-être dans 10-20 ans, pourra donner une poussée. Mais souvent, ces gens-là, ils n'avaient jamais rien eu, en fait. Ils n'ont jamais rien ressenti et c'est ça qui est difficile. Et puis après, c'est pas parce qu'on a des petits troubles sensitifs, parce qu'on a mal dormi avec des… Vous voyez, c'est pas pour ça qu'on a une sclérose en plaques. Donc, c'est très compliqué, ça. Mais effectivement, les troubles cognitifs peuvent être un peu précurseurs, mais s'il n'y avait pas de fatigue, s'il n'y avait pas de pression ou de stress lié au travail, ce qui est quand même difficile, parce qu'on a tous du stress. Je vois une question juste qui revient sur l'APA, de Sandrine qui dit « Quels sont les éléments qui ont permis de conclure que l'activité physique était favorable, indispensable ou nécessaire, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt proscrit ?» Alors, ça, c'est comme tout en médecine. Il y a des trucs, il y a des dogmes, on ne sait pas d'où ça sort. Ça n'est pas de… Non, mais vraiment, parce que je me suis intéressée à ça. Par exemple, c'est un autre exemple, mais il faut boire beaucoup pour ne pas avoir d'infection urinaire. Ça n'est basé sur rien, sur aucune étude. D'accord? Donc, il y a eu, alors c'est 1984, une seule étude sur le risque d'aggravation de la sclérose en plaques par l'activité physique ou la rééducation. C'est la seule étude 1984, ça commence à faire longtemps, qui montrait qu'effectivement, des gens avaient aggravé leur spasticité quand ils avaient fait de l'activité physique. Voilà. Ça ne veut rien dire. Rien dire. C'était quelques patients, c'était pas non plus. Donc, depuis, l'activité physique est largement recommandée, non délétère. Toutes les études qui ont été faites, et il y en a beaucoup, 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 ont à chaque fois évalué ça, à chaque fois évalué le risque de poussée. On fait des IRM pour voir s'il y avait des nouvelles lésions qui étaient apparues, regarder l'atrophie, et il n'y en a pas.
Et au contraire, il y a moins de lésions, il y a moins de poussées quand on fait de l'activité physique régulière, hein, je parle quelque chose de très régulier, au long cours, que quand on n'en fait pas. Donc ça, c'est extrêmement bien documenté dans les articles sérieux, scientifiques, sur maintenant 25 ans. Mais c'est vrai qu'en 2005, quand j'ai commencé à faire de l'activité physique un peu intensive chez les patients atteints de sclérose en plaques, heureusement que mes neurologues sont très modernes, mais il y avait encore ça, oh là là, il ne faut pas bouger. Mais ça, c'est des bêtises. C'était des bêtises. Et ça vient de cette étude de 84 qui n'a pas de sens. Mais c'est ce que Dominique Farrugia disait quand il a fait l'ouverture, en disant que lui, à la base, on lui avait dit « Ah non, pas de sport, vous allez aggraver la maladie ». Et depuis, il a mis une APA en place quotidiennement. Bon, même si des fois, comme il disait, il n'est pas trop content. Il dit « Si elle ne vient pas, je suis content, je peux me reposer ». mais lui-même sait que du coup, c'est devenu primordial pour… Et je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de choses comme ça en médecine qui datent et que personne n'a jamais été revoir. Et de temps en temps, ça fait du bien de tordre le cou à certaines idées reçues. C'est ça, on est d'accord. Il reste quelques questions, Nathan, dont les plus importantes avant de pouvoir passer. D'accord. Alors, une question de Céline. Psychomotricien, quelle utilité pour nous? Alors, la psychomote, c'est… alors, vous la connaissez peut-être plus pour les enfants, hein, les petits-enfants handicapés, pour leur réapprendre à marcher, notamment. Elle va travailler à la fois sur le côté moteur et le côté psychomotricité, c'est de là que ça vient. Et elle va beaucoup travailler sur la sensorialité, c'est-à-dire sur le toucher, les différents sens. Donc, il y a aussi un aspect bien-être. Elle a d'autres entrées qu'un kinésithérapeute qui va travailler vraiment sur la fonction d'un muscle. Elle va travailler sur les 5 sens. Et donc, travailler vraiment sur une espèce de, comment on peut dire ça, de réconciliation entre l'esprit et le corps. C'est à la fois une psychologue, à la fois un kiné, quoi, si vous voulez. C'est vraiment le mélange des deux. Ça fait pas très longtemps que les psychomotes travaillent sur la sclérose en plaques, en fait, hein, et chez l'adulte, parce qu'ils travaillent beaucoup en gériatrie chez les personnes très âgées et beaucoup chez l'enfant. Et donc, il y avait un trou au milieu. Et effectivement, beaucoup de psychomotes maintenant commencent à travailler. Et c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et aussi très basé sur le bien-être. Donc, les huiles essentielles, l'aromathérapie, tous ces trucs-là font partie aussi de la prise en charge, autant que la prise en charge motrice. Donc, c'est intéressant. Elle essaye vraiment de travailler sur le schéma corporel, et le schéma corporel est très perturbé dans la sclérose en plaques, hein, parce qu'on a des troubles sensitifs, on a des douleurs, et donc, effectivement, ça perturbe un peu le schéma corporel. Et donc, elle va travailler surtout sur ça. Alors, elle a plein de techniques un peu particulières, mais c'est très intéressant. Ça existe dans les centres de rééducation. Après, en ville, c'est payant, hein, malheureusement. Enfin, c'est pas pris en charge. Sauf avec certaines mutuelles. Il y a des mutuelles qui prennent en charge certaines prises en charge particulières. Petit à petit, c'est vrai que je pense que ça va être aussi de nos chevals de bataille en essayer de voir avec plus de mutuelles pour justement qu'il y ait cette prise en charge-là, un peu comme l'ostéo qui, à terme, on a réussi à avancer petit à petit. Mais c'est vrai que ça reste plutôt onéreux, puisque quand on sait que… 80 €. C'est ça. Et par contre, il y a des équipes maintenant de plus en plus, alors dans le Nord, je ne sais pas dans les autres régions, mais des équipes de rééducation à domicile, ce qui s'appelle les ESPRAD, hein, c'est des équipes spécialisées de prise en charge à domicile de rééducation. Et donc là, vous avez l'ergothérapeute, le psychomote, le psychologue qui fait partie de cette équipe et qui peut venir sur un nombre de séances qui sont payées par les agences régionales de santé chez le patient pour faire ces séances un peu particulières. Donc, nous, on a la chance d'avoir 12 équipes comme ça sur tous les Hauts-de-France. Bon, c'est un gros territoire, hein, mais qui peuvent intervenir chez les… Et c'est des ESPRAD spécialisés sclérose en plaques. D'accord. Donc, c'est pas mal. Mais je pense que ça va faire des petits un peu partout parce que c'était au départ une initiative locale de l'agence régionale des Hauts-de-France. Et je pense que ça va se faire aussi dans d'autres régions. Je pense qu'en Île-de-France, ça existe aussi. Et puis, il va y avoir aussi bientôt pas mal d'HAD de rééducation qui vont voir le jour un peu partout. Donc, je pense que ça avance. Et dans les HAD, on peut avoir ces professionnels de santé qui ne sont pas libéraux, en fait. Oui. Ils ne sont pas accessibles, quoi, en tout cas remboursés. Il faudra communiquer un maximum. C'est aussi le rôle des associations d'essayer de relayer justement un peu tout ça, tout ce qui se passe et essayer de créer le lien, qu'ensemble, justement, on puisse… Dans les réseaux,
franchement, l'interlocuteur pourrait être les réseaux, parce que dans les réseaux, ils doivent coordonner tous ces soins, donc ils connaissent bien tous les acteurs. Donc ça pourrait être, enfin, il faudrait peut-être interroger les réseaux sur ce point pour donner les infos aux patients, ou que les patients se tournent vers les réseaux. Hein. À un moment donné, oui, il faut créer un peu cette autonomie et c'est ensemble que de toute façon qu'on pourra y arriver. C'est vrai. Et dans tous les cas, je pense que cette session touche à sa fin. Ça passe vite. Oui, ça passe vite, ça y est. Dans tous les cas, je te remercie infiniment. Cécile, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être un message à faire passer aux patients ou tu aurais envie de dire quelque chose? Ouais. Il faut bouger. Bouger. Et effectivement, on essaiera de trouver les moyens. C'est vrai que moi, j'avais essayé de faire un espèce d'annuaire des activités sportives, tout ça, mais c'est trop compliqué, c'est trop régional, c'est trop spécifique. Et je pense que quand même la mairie et puis tous les sites que j'ai vus passer là à droite dans la conversation, il y a pas mal de choses qui existent maintenant, donc vous devriez trouver ce qu'il faut. Oui, on va essayer de mettre tout ça à disposition. Cette session, donc avec toi, touche à sa fin. Je te remercie vraiment infiniment. Je remercie également nos partenaires, Novartis et Coloplast. C'est un soutien institutionnel qui nous ont permis de rendre cette journée possible, ainsi que tous les participants, les intervenants, puis vous, les patients, aidants, hôtes qui sont venus assister donc à cette journée. On vous remercie tous énormément. C'est la première fois que je participe à l'événement Remonte la pente. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai une sclérose en plaques depuis maintenant 19 ans. Ça va faire à peu près 1 an que tout a commencé, que tous les premiers symptômes sont apparus. J'ai beaucoup pleuré, Sandrine. Au départ, ça a été difficile. Là, je suis sur traitement de fond et je le vis bien. Et cette journée est aussi importante parce que j'ai sorti de ma cage, quoi. Moi, c'est une satisfaction, c'est vrai, de voir que le réseau arrive à créer encore des projets comme ça, même en sortant du Covid. Puis on avait besoin aussi de contact, parce que les visios, tout ce qu'on a fait en journée patient en visio, l'activité physique en visio, c'est bien, mais ça ne remplace pas quand même le contact humain. J'ai dit à la personne qui fait les orthèses où étaient mes faiblesses. Il a fait les réglages de manière à ce que du coup l'appareil puisse reprendre en fait le manque d'appui que je peux peut-être avoir désormais au niveau musculaire. Il y a toujours cet échange-là pour comprendre un peu quel est l'handicap des gens, pour trouver la meilleure solution pour leur faire découvrir avec le plus de plaisir possible ce qu'il est possible de faire en fonction du handicap. C'est parti! Il y a le soutien, il y a l'amour. Il y a quoi encore, ma chérie? Il y a quoi aussi? Hein? Déjà le soutien d'être comprise. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui nous comprend. C'est un battant. Oui. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Mais t'es un résilient aussi. Ouais, c'est vrai. Un bon moral. Et puis de la rééducation. C'est un combat de tous les jours. Le sport, il faut vraiment en faire, se faire accompagner pour de l'activité physique adaptée, puis monter progressivement pour justement arriver à pouvoir se dépasser, se défier pour gagner en autonomie et récupérer. On est tous des warriors, on est tous des bestes, quoi. On est malade peut-être, mais on, on vit, quoi. Même avec un handicap, c'est important, on peut faire encore tellement de choses, il y a encore tellement de choses à votre portée. Et ça c'est magique, ça c'est juste extraordinaire. Et voilà. C'était ma journée à moi, parce que j'en ai pas. D'habitude, c'est maison, enfants et tout ça, tralala. Là, c'était pour moi, c'était pour me faire plaisir à moi. Et j'en ai profité. Je viens d'encadrer quelqu'un qui sortait de l'hôpital et qui avait passé beaucoup de temps et qui rentrait à l'hôpital, il ne savait plus marcher. Et là, aujourd'hui, je l'accompagnais sur le ski debout. Quand je vois son sourire, c'est bon, ça me fait ma journée. Les bénévoles sont aussi enchantés, tout ce qui est pilote, toutes les personnes qui se sont occupées du ravitaillement, de servir à boire, de la moindre petite chose, ça a contribué vraiment à la réussite de cette journée. Donc je pense qu'on commence à bien prendre le pli
et que ça promet de belles éditions à venir, j'espère. Le petit mot de la fin, ce serait vivement la raclette de ce soir. Le mot-clé, convivialité. Je dirais plaisir. Super. C'est sensationnel, non, c'est génial. C'est que du bonheur. Aujourd'hui, ça se voit peut-être pas bien, mais j'ai la banane. C'est un grand bonheur, vraiment. Fatiguée, mais heureuse. Ah, c'est génial. Une sensation magique. Et je suis aux anges. En un mot, moi je remercie l'équipe. Extraordinaire. La journée 7, c'est la journée émotion, clairement. Moi, je suis heureuse.